Bonsoir Tel Aviv. En général, lors d'un événement gratuit, on prévoit que la moitié des invités ne viendra pas. Mais bien sûr, ce n'est pas tous les jours que le docteur Gadzad s'adresse à Tel Aviv, alors voilà comment ça va se passer. Le docteur Gadzad va donner une conférence puisqu'il est professeur après tout. Ensuite, nous aurons une conversation et ouvrirons la discussion à vos questions. Pour ceux qui ne le savent pas, et je suis sûre que vous le savez mieux que moi, nous savons tous que le professeur et Dr Gadzad est un leader exceptionnel et que son plaidoyer est remarquable. Mais parlons un peu de son parcours. Il a consacré toute sa vie à une carrière rare, celle de poser des questions dérangeantes et d'exiger des réponses honnêtes. Il a un doctorat de l'Université Cornell. Il est professeur de psychologie évolutionniste à Concordia et aujourd'hui, il est à Ole Miss. Apparemment, ça fait cool de le dire. Université du Mississippi. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais c'est un spécialiste de la Déclaration d'indépendance, du Centre d'études de la liberté américaine, une intellectuelle publique, une auteure à succès et une défenseur d'Israël ces dernières années. Donc, sans attendre, Dr Gadzad. D'accord. Alors d'abord, merci beaucoup pour tout l'amour et merci à tous d'être venus. Nous sommes ici depuis 3 jours et l'accueil a été incroyable. En général, quand je marche dans la rue, la plupart du temps, quand les gens m'approchent, peu importe où je suis en public, il s'avère toujours que ce sont des fans, mais on ne sait jamais. Alors qu'en Israël, si Dieu le veut, toute personne qui viendra vers moi sera fan. Merci de nous faire sentir en sécurité ici. Génial. En 83, c'était ma première visite en Israël. À 18 ans, je battais toujours tous les joueurs de football israéliens à Kikar Atarim. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, j'ai du mal à monter les escaliers. Donc, la première leçon à retenir, c'est que vieillir rend très humble. Aujourd'hui, j'aimerais revenir brièvement sur mon parcours que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. J'espère que cela vous apportera du neuf. Je présenterai ensuite des idées développées dans L'Esprit parasite et mon prochain livre, L'empathie suicidaire. La conférence durera environ 45 à 50 minutes, puis, comme l'a dit Fleur, nous prendrons quelques questions. Commençons. Voici donc mon enfance jusqu'à l'âge de 11 ans. J'ai grandi tout près d'ici, à Beyrouth, au Liban. Nous faisions partie du dernier groupe de Juifs libanais qui avaient fermement refusé de lire les signes annonciateurs. Une grande partie de ma famille élargie avait quitté le Liban en 1975, la plupart en Israël, d'autres en France ou au Canada. Mes parents étaient bien enracinés au Liban, donc nous y sommes restés quand la guerre civile a éclaté. Et lorsque la guerre civile a éclaté, il n'était plus possible d'être juif au Liban, et nous avons donc dû partir. Mais je vais vous parler de la haine des Juifs à laquelle nous avons été confrontés même avant la guerre civile libanaise. Donc la photo à gauche est très proche de l'endroit où j'ai grandi. Le Liban, comme certains d'entre vous l'ont entendu, était autrefois appelé familièrement le Paris du Moyen-Orient. Et la photo à droite montre l'endroit où j'ai passé la dernière année de mon enfance au Liban. Beaucoup pensent que le Liban était très progressiste et tolérant, contrairement au reste du Moyen-Orient. En un sens, c'est un peu vrai, mais la tolérance au Moyen-Orient a une tonalité différente de celle de la tolérance en Occident. Voici ce que nous avons vécu face à la haine stupéfiante envers les Juifs, même à Paris du Moyen-Orient. Le monsieur à gauche est Gamal Abdel Nasser, qui était le président panarabiste de l'Égypte et qui est décédé en 1970. Et, comme cela arrive souvent au Moyen-Orient, les gens descendent dans la rue et commencent à crier et à se lamenter. Et ils le font réellement avec Hamas, ce qui en arabe signifie avec zèle, avec ferveur. Et alors que ces gars descendaient dans la rue, criant au sujet de la mort de cet Égyptien, ils chantaient tous « Mort aux Juifs, mort aux Juifs ». Je suis un gamin de 5 ans. Je demande à ma mère, pourquoi disent-ils mort aux Juifs? Elle me dit, baisse la tête, ne regarde pas le balcon,
C'est mon premier souvenir clair de notre différence. Pour certains compatriotes, nous n'étions pas vraiment libanais. Je mets toujours cette photo à droite montrant un musulman disant « Mort à tous les Juifs ». Et je dis toujours, ayez au moins la courtoisie, si vous allez exprimer une haine génocidaire, de passer d'abord par un correcteur orthographique. Je suis le deuxième gars dans la première rangée à gauche. C'était probablement 2 ans avant le début de la guerre civile. Le professeur nous a demandé de dire ce que nous voulions devenir plus tard. Je veux être footballeur, médecin ou policier. L'un des enfants sur cette photo, qui savait que j'étais juif, s'est levé et a dit « Quand je serai grand, je veux être un tueur de juifs ». Tout le monde a ri et applaudi. Ce n'est pas le Paris du Moyen-Orient, c'est dans le Liban progressiste et tolérant. Voici un véritable article de journal sur mon frère David, qui a 10 ans de plus que moi et qui avait remporté le championnat du Liban plusieurs années de suite, le championnat libanais de judo. Et ce n'était pas vraiment une bonne chose pour un juif de gagner constamment une compétition sportive. Alors, il a été approché par des hommes qui lui ont expliqué qu'il était temps pour lui de prendre sa retraite, de peur qu'il n'ait un accident malheureux, ce qu'il n'était évidemment pas prêt à faire. Il a finalement déménagé en France pour sa carrière de judo. Quand nous avons déménagé à Montréal, quand nous avons émigré à Montréal, beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être ou non que les Jeux olympiques de 1976 ont eu lieu à Montréal, au Canada. Eh bien, le même homme qui a dû quitter le Liban parce qu'on ne pouvait plus tolérer qu'un Juif soit champion du Liban pendant de nombreuses années d'affilée, a fini par représenter le Liban aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Donc, aux Jeux olympiques, on peut fermer les yeux sur le fait qu'il avait une maladie incurable appelée être juif. Voici mes parents qui sont encore tous les deux, grâce à Dieu, en vie. Mon père a 95 ans, ma mère a 91 ans, et voici leur vraie photo de mariage à Beyrouth en 50. J'ai mis cette photo parce qu'il leur est arrivé quelque chose de vraiment grave lors d'un de leurs voyages de retour au Liban. En 80, après que nous ayons déjà déménagé à Montréal au milieu des années 70, ils ont été enlevés par Fatah. Beaucoup des histoires horribles que nous avons entendues après le 7 octobre, c'est quelque chose que ma famille a vécu en 1980. Grâce à nos nombreuses connexions politiques, nous avons pu, enfin, car je n'y étais pour rien. À 15 ans, ma famille et leurs amis ont réussi à les libérer du Fatah, en réalité le groupe d'Abou Nidal. Je présenterai encore 1 ou 2 diapositives sur mon parcours, puis aborderai l'esprit parasite, etc. Je l'appelle l'étoile de David. Elle a bouclé la boucle fin octobre 75. Nous avons quitté le Liban. Alors que nous décollions le jour de notre départ et que nous quittions l'espace aérien libanais, le commandant de bord a annoncé que nous étions désormais hors de l'espace aérien libanais. Ma mère a sorti une étoile de David, me l'a mise au cou et a dit « Maintenant, tu peux la porter. Sois fier de ton identité, ne la cache pas. » Avançons rapidement jusqu'à 2 semaines après le 7 octobre, et mon fils est assis ici. L'histoire parle de lui environ 2 semaines après le 7 octobre. Ma femme et notre fils venaient me chercher dans un café où je travaillais sur mon ordinateur portable sur mon dernier livre. Et quand nous sommes entrés, elle venait de le récupérer d'un match de football dans l'est de Montréal, où il y a un groupe démographique particulier qui a pris le contrôle de cette zone. Et il m'a dit « Papa, si tu portais une étoile de David là où je jouais au football aujourd'hui, tu serais mort. » En 1975, j'ai mis l'étoile de David en quittant le Liban. En 23, je ne peux pas porter une étoile de David à Montréal, au Canada. Ceci illustre l'empathie suicidaire. Et cette réalité se produit à Malmö, à Paris, à Londres et dans toutes les villes occidentales imaginables, à cause des politiques extravagantes, insensées et suicidairement empathiques de l'Occident. J'en parlerai un peu plus.
C'est un article que j'ai écrit et que mon université à Montréal n'a pas apprécié. L'Université Concordia n'est pas sûre pour les étudiants juifs. C'est juste pour que vous le sachiez. Comme Fleur l'a gentiment mentionné, je suis maintenant à l'Université du Mississippi et la raison pour laquelle je suis à l'Université du Mississippi, c'est qu'il est devenu trop dangereux pour moi d'être à l'Université Concordia. Nous sommes au 21e siècle. À Montréal, au Canada, l'Université Concordia est communément appelée Université Gaza depuis le début des années 2000. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, ou pas, que le premier ministre Netanyahou, en 2002, a été annulé à l'Université Concordia avant même que l'événement n'ait lieu, annulé. Alors imaginez qu'un professeur juif avec mon profil essaie réellement d'entrer sur le campus. Je devrais aller sur le campus. C'était comme s'il fallait une force militaire pour me protéger juste pour aller donner un cours, et donc j'ai fini par quitter Concordia. Cela devrait être le signal d'alarme qui vous dit que les choses ne vont pas bien en Occident, parce que les choses que je dis ne devraient pas l'être. Je ne suis ni frivole ni incendiaire, je ne propage pas de haine. Je suis très mesuré dans ce que je dis, je suis très professoral et discipliné dans mes propos. Mais pourtant, dans le contexte de l'Occident aujourd'hui, les choses que je dis sont tout simplement trop dangereuses. Très bien, j'aimerais changer de sujet. L'histoire du Liban donne le contexte expliquant pourquoi je peux dire cela. Ayant grandi dans ce monde, je connais donc ces réalités par expérience directe. Je dis toujours que j'ai affronté 2 grandes guerres dans ma vie, la guerre civile libanaise et une deuxième grande guerre. Professeur depuis 32 ans, j'ai observé une guerre contre la science, la logique, la raison et le bon sens dans le milieu universitaire. Et j'ai certainement été sans aucun doute le premier professeur à avertir les gens de façon constante. Les choses qui sont dites sur les campus universitaires sont insensées. Cela va vous hanter et cela nous est déjà revenu en pleine face. Tolérer une déconnexion totale de la réalité n'apporte rien de bon. Je souhaite donc commencer par une histoire. Certains la connaissent déjà, notamment ma femme et mes enfants qui m'ont souvent entendu la raconter. Si vous l'avez déjà entendue, vous la voyez maintenant en direct. Si vous ne l'avez pas entendue, profitez du spectacle. Ceci fait partie de l'histoire. Mon doctorant le plus illustre, aujourd'hui professeur titulaire, venait juste de soutenir sa thèse. C'est un souvenir inoubliable. Cela remonte à 24 ans, donc nous sortions dîner pour célébrer. Combien de personnes connaissent cette histoire? Au fait, est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Il n'y a que 7 ou 8 personnes, donc la plupart l'entendent pour la première fois. Nous n'avions pas encore d'enfants, donc il n'y avait que ma femme et moi, et le doctorant. Il m'appelle nerveusement avant qu'on sorte dîner et m'annonce « Je viens avec quelqu'un ce soir pour notre dîner de célébration. » J'ai répondu « Super, plus on est de fous, plus on rit. »« Oh, mais je voulais juste te dire ça. » C'est une étudiante diplômée en anthropologie culturelle, postmodernisme et études féminines. J'ai dit « Ah, la trinité des conneries. » J'ai dit « Non, 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 je comprends, c'est ta soirée. Je vais me tenir à carreau. » Je ne dirai rien, ce qui était un mensonge. Vers le milieu de la soirée, je raconte toujours cette histoire, car elle montre à quel point cette stupidité est ancienne. Elle est vraiment marquante. On apprend le mieux à travers des récits marquants. Je pourrais vous donner tout le discours professoral, mais ça ne restera pas autant que si je vous raconte l'histoire. Je lui écris souvent pour dire « Merci pour la soirée. Tu ignores combien de fois j'ai raconté cette histoire. » Je me suis tourné vers elle et ai dit « On m'a dit que tu es postmoderniste. » Elle a répondu « Oui, c'est ça. Il n'y a pas de vérités universelles, toutes les vérités sont subjectives. » Elle répond « Oui, bien sûr. » Au fait, c'est déjà une contradiction parce que lorsque tu dis qu'il n'y a pas de vérité universelle, c'est une vérité universelle. J'ai dit « En tant que psychologue évolutionniste, je crois en des vérités universelles et des universaux humains. Puis-je en partager un et tu m'expliques pourquoi j'ai tort? »
Elle a dit « Oui, vas-y ». J'ai dit « N'est-il pas vrai que chez Homo sapiens, seules les femmes peuvent porter des enfants ?» Elle me regarde, dégoûtée par ma simplicité d'esprit. Et elle dit « Non, ce n'est pas vrai ». J'ai dit « Ce n'est pas vrai. Comment ça ?» a-t-elle répondu. Eh bien, il existe une tribu japonaise exotique, sur une île japonaise exotique, où dans le domaine folklorique et mythologique, ce sont les hommes qui portent les enfants. Donc, en limitant la conversation aux hommes biologiques, c'est ainsi que tu propages ta misogynie. Comme je le dis toujours après mon mini-accident vasculaire cérébral, j'ai alors dit « D'accord, eh bien, ce serait peut-être un peu trop controversé de dire quelque chose d'aussi incendiaire que « seules les femmes portent des enfants ». Alors, laissez-moi prendre un exemple moins corrosif. N'est-ce pas vrai depuis la nuit des temps? Au fait, je viens du Liban, donc nous avons l'héritage phénicien d'être des marins, n'est-ce pas? Des navigateurs, ai-je dit. N'est-il pas vrai depuis la nuit des temps que les navigateurs se sont appuyés sur le principe que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? La première image illustre la première histoire. Un homme tombe enceinte. La seconde montre une hyène qui danse, image que j'ai mis du temps à trouver. Vous verrez bientôt pourquoi c'est pertinent. Là-bas, elle a utilisé une branche du postmodernisme appelée déconstructionnisme. Et pour ceux d'entre vous qui ont étudié ce genre de bêtises à l'Université de Tel Aviv et dans le reste de vos départements à la con, cela viendrait de Jacques Derrida. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le langage crée la réalité. Il n'y a pas de réalité en dehors du langage. Alors elle utilise ce mécanisme et dit « Qu'est-ce que tu veux dire par Est et Ouest ?» et « Qu'est-ce que tu veux dire par le soleil ?» Ce que tu appelles le soleil, je pourrais l'appeler la hyène dansante. J'ai dit « Très bien, la hyène dansante se lève à l'est et se couche à l'ouest. » Elle a dit « Je ne joue plus à ces jeux-là. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? » Parce que c'était une étudiante en master dans l'une des principales, enfin certainement la principale université du Canada et l'une des meilleures universités du monde. Alors, quelle sera sa trajectoire dans la vie si c'est la formation qu'elle reçoit où elle peut s'asseoir avec un professeur? Et nous ne pouvons pas nous mettre d'accord, dans le diagramme de Venn de l'intersection du sens, sur le fait que seules les femmes portent des enfants dans une espèce à reproduction sexuée, et qu'il existe une chose appelée le soleil. Cela conduit au terrorisme intellectuel et au nihilisme. Voilà ce que vous voyez 20 ans après, j'en reparlerai plus tard. Ces signes existaient déjà il y a 25 ou 30 ans pour ceux qui voulaient vraiment y prêter attention. Voici quelques autres idées ou pathogènes d'idées parasitaires dont je parle, et vous verrez dans un instant pourquoi je vais les mentionner. Le personnage en haut s'appelle tabula rasa. Tabula rasa est du latin pour ardoise vierge. Et ce n'est pas une position que beaucoup de scientifiques sociaux adoptent, à savoir que nous naissons tous tabula rasa, avec rien dans notre cerveau. Il n'y a pas d'impératif biologique qui façonne nos instincts, donc il n'y a pas de biologie. Ce qui fait de nous des humains, c'est que nous transcendons notre biologie, n'est-ce pas? Donc, seule la socialisation apprend aux garçons à jouer avec des pistolets et camions et aux filles à jouer avec des jouets. C'est une construction sociale appelée constructivisme social. Maintenant, si vous vouliez argumenter contre cette position, souvenez-vous, vous savez, j'ai passé ma carrière à aller dans des forums où les gens allaient être très hostiles à ce que j'allais dire. Peu importe, comme les trucs sur l'islam, ça c'est pour plus tard. Mais même dans mon travail scientifique, le fait que j'essayais d'introduire la biologie évolutive et d'étudier le comportement humain auprès de la plupart des scientifiques sociaux, c'était du délire pour eux. Ce qui fait de nous des humains, c'est que nous transcendons notre biologie. La biologie compte pour le chien, la biologie compte pour le zèbre, pour le moustique. Mais enfin, professeur, vous n'êtes tout de même pas en train de dire que les consommateurs sont guidés par leur biologie? Si, c'est exactement ce que je dis. Imbécile. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? Ce sont de vraies publicités d'une entreprise de jouets très progressiste et vous verrez qu'il s'agit d'une inversion des rôles sexuels. Le garçon joue avec une poupée et la fille joue avec le pistolet.
L'idée est que les spécialistes du marketing de jouets, puisque vous naissez l'esprit vide, peuvent vous apprendre comment bien vous comporter. Comment pourrais-je remettre en question cette position? J'aimerais le croire. Chaque diapositive contient beaucoup d'éléments importants à retenir, mais la prochaine diapositive est vraiment essentielle. Parce qu'elle vous apprend comment défendre une position. C'est un outil épistémologique incroyablement puissant et c'est pourquoi j'appelle cela un réseau nomologique de preuves cumulatives. Je sais que c'est un peu compliqué à dire, alors je vais l'expliquer. Donc, au centre, vous voyez la position que j'aimerais défendre, à savoir que non. La spécificité sexuelle des préférences de jouets n'est pas apprise. Elle a plutôt une composante universelle d'origine biologique. Et donc, si je veux vous le démontrer, comment devrais-je vous présenter les preuves? Cela montre clairement que ma position est verticale. Donc, ce que je vais faire, c'est construire pour vous un réseau nomologique composé de nombreuses lignes de preuves distinctes qui pointent toutes vers la véracité de cette position. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je ne vais pas faire tout le réseau. J'espère que cela vous montrera la rigueur à adopter pour construire un argument, même face à des publics hostiles. Alors, regardez celle du haut au milieu. Je peux vous fournir des données provenant d'autres espèces. Je peux vous donner des données de singes vervets, de macaques rhésus, de chimpanzés. Je vous montre que les petits de leur espèce présentent exactement les mêmes préférences de jouets selon le sexe que les nourrissons humains. Cela réfute l'argument des constructivistes sociaux, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je peux vous fournir des données. Si vous regardez celle en haut à gauche, je peux vous donner des données de la psychologie du développement qui montrent que de jeunes nourrissons humains, trop jeunes pour avoir été socialisés, je vais donc choisir des enfants qui n'ont pas encore atteint le stade cognitif pour être socialisés et je peux déjà montrer qu'ils présentent ces préférences de jouets selon le sexe. Donc, par définition, j'exclus que ce soit lié à la construction sociale, ce qui annule l'argument des constructivistes sociaux, mais je ne vais pas m'arrêter là. Si vous regardez en haut à gauche, il y en a un qui vient de l'endocrinologie clinique, un domaine de la médecine pédiatrique. Je peux vous montrer que les petites filles qui souffrent d'hyperplasie congénitale des surrénales, c'est un trouble endocrinologique qui masculinise les comportements des petites filles. Que pensez-vous qu'il arrive aux préférences de jouets de ces filles? Elles deviennent exactement comme celles des petits garçons. Je peux vous fournir des données provenant de sociétés non occidentales, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale, qui n'ont rien à voir avec l'Occident, où l'on observe exactement les mêmes préférences de jouets selon le sexe. Vous pourriez dire que c'est impressionnant, mais ce ne sont que des données récentes. Ne vous inquiétez pas, regardez celle en bas à droite. Je peux vous fournir des données provenant de la Grèce antique et de la Rome antique qui le démontrent. Les petits-enfants représentés sur les monuments funéraires dans les cimetières sont montrés en train de jouer avec exactement les mêmes jouets spécifiques à chaque sexe que ceux que nous voyons aujourd'hui, à Herzliya. Cela signifie que je vous ai apporté des données provenant de différentes cultures, de différentes espèces, de différentes périodes et de différentes disciplines qui toutes confirment la véracité de cette position centrale. Je n'ai pas besoin de crier, d'être hystérique ou de vous traiter de raciste ou sexiste. Je dois juste avoir la discipline épistémologique pour construire ce réseau. Bonne chance si vous voulez débattre avec moi. Une des raisons pour lesquelles on demande pourquoi vous n'êtes jamais annulé, vous dites des choses plus controversées que tous les autres professeurs réunis. Eh bien, parce que j'ai construit tous mes réseaux nomologiques, quand je dis que l'islam n'est pas une religion de paix, je peux vous montrer le réseau nomologique qui soutient ma position. Je suis très discipliné, je sais exactement ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc, dans toutes vos vies, peu importe ce que vous faites, si vous apprenez cet outil épistémologique, croyez-moi, cela vous aidera à persuader les gens. Très bien. Je vais maintenant aborder l'irrationalité, car il y a beaucoup d'idées parasites. Affirmer que les hommes peuvent avoir des enfants ou leur règle est irrationnel.
Avant d'en discuter, je souhaite préciser le contexte. Et si vous regardez en bas, Daniel Kahneman et Amos Tversky sont en fait deux psychologues israéliens. Ma formation doctorale initiale portait sur la psychologie de la prise de décision, donc j'étais vraiment dans la tradition de ces deux messieurs. Dans leurs recherches, ils ont démontré l'irrationalité axiomatique, montrant que les économistes classiques estiment qu'être rationnel implique de suivre certains axiomes. Ne pas agir ainsi est irrationnel d'un point de vue axiomatique. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Si je préfère la voiture A à la voiture B, et si je préfère la voiture B à la voiture C, il doit en découler que je préfère la voiture A à la voiture C. C'est l'axiome de transitivité. Le violet revient à être irrationnel selon les axiomes. Ou si je vous dis que ce burger est exempt de 90% de matière grasse, ou si je vous donne exactement la description équivalente isomorphe, il contient 10% de matière grasse. 90% sans matière grasse, c'est comme 10% de matière grasse. Mon évaluation devrait être la même, mais Kahneman et Tversky ont montré que non. Selon la présentation, les gens peuvent avoir des préférences ou changer d'avis, même pour la même chose. C'est ce qu'on appelle la rationalité axiomatique, parce qu'on propose un ensemble d'axiomes selon lesquels les gens devraient se comporter. S'ils sont rationnels et s'ils les violent, ils sont irrationnels. Mais l'irrationalité que j'ai découverte sur les campus universitaires est bien plus large que cette forme très restreinte d'irrationalité. Quand vous persuadez les gens qu'il existe 873 genres et plus de 2 sexes, il ne s'agit plus d'irrationalité axiomatique, mais d'irrationalité. C'est beaucoup plus vaste, et c'est là qu'intervient l'esprit parasite. Il est sorti l'an dernier en hébreu, a très bien marché et des discussions sont en cours pour éventuellement obtenir l'empathie suicidaire aussi en hébreu. Donc cela nous amène aux deux livres, enfin j'ai écrit beaucoup d'autres livres, mais ces deux-là sont pertinents pour notre conversation ici. Ils forment un duo percutant. Voici pourquoi. Pour moi, afin de pouvoir complètement détourner votre capacité à raisonner, je dois faire deux choses. Nous sommes à la fois pensants et sensibles. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous avons un système cognitif et un système émotionnel. L'esprit parasite parle de ce qui se passe lorsque je parasite votre système cognitif. L'empathie suicidaire complète l'histoire en expliquant ce qui vous arrive lorsque je parasite votre système émotionnel. Après avoir détourné ces deux systèmes, vous êtes un parfait imbécile. Je peux vous faire dire tout ce que je veux. Comme nous l'avons vu, la grande majorité des politiques intérieures et étrangères que nous avons vues en Occident découlent de la parasitisation à la fois du système émotionnel et du système cognitif. Je donnerai des exemples pour la suite du cours. Laissez-moi expliquer comment j'ai eu l'idée d'utiliser ce cadre parasitaire. En tant que psychologue évolutionniste, vous tentez d'identifier des homologies et analogies avec d'autres espèces. Rappelez-vous quand je vous ai dit que les singes vervets, macaques rhésus et chimpanzés montrent les mêmes préférences de jouets selon le sexe que les bébés humains, n'est-ce pas? Donc, l'une des choses que je voulais faire était de voir s'il y a d'autres animaux qui semblent avoir maintenant le détournement de leur cerveau. La parasitologie, pour ceux d'entre vous qui le savent ou non, est l'étude des interactions entre l'hôte et le parasite. Donc, par exemple, un ténia parasite votre tractus intestinal. Mais un neuroparasite est un parasite qui doit atteindre votre cerveau en modifiant ses circuits neuronaux pour servir les intérêts du parasite. Et je vais vous donner quelques exemples. Sur l'image du haut, vous voyez une guêpe araignée qui est bien plus petite que l'araignée qu'elle va parasiter. Une fois qu'elle la pique, l'araignée est rendue complètement zombifiée. Elle la transporte alors jusqu'à son terrier et la place à l'intérieur. L'araignée est complètement vivante mais incapable de réagir. Elle pond ensuite ses œufs sur l'araignée, puis les petits mangeront l'araignée vivante alors qu'elle est encore en vie.
Le politiquement correct, c'est comme la guêpe de l'araignée. Nous avançons tous lentement et silencieusement vers l'abîme de la folie. Oui, oui, les hommes aussi peuvent avoir leurs règles. Les hommes aussi peuvent. Oui, absolument, je le sais, c'est de la biologie progressiste. Je vais passer là-dessus, mais j'y reviendrai. Il existe de nombreux bons exemples, mais laissez-moi en citer un, car cette expression est devenue virale. Donc certains d'entre vous m'ont entendu dire « Oh, regardez ce juif grillon des bois et laissez-moi vous expliquer ce que c'est. » Le grillon des bois en bas à droite déteste l'eau et ne veut rien avoir à faire avec elle. Mais lorsque le grillon des bois est parasité par un ver chevelu, un type de ver cérébral, le ver cérébral, le ver chevelu a besoin qu'il saute joyeusement dans l'eau. Se suicider joyeusement. Ainsi, il pourra alors compléter son cycle reproductif, car il ne peut pas compléter son cycle reproductif s'il n'est pas dans l'eau. Vous pouvez donc commencer à voir maintenant combien des politiques que l'Occident adopte sont exactement comme le grillon des bois. Tant de Juifs. Pour le Hamas, on les appelle les Juifs grillons des bois, n'est-ce pas? Je vais en donner des exemples. Qu'est-ce que l'empathie suicidaire? Laissez-moi revenir un instant. Cette courbe, ce U inversé, je soutiens que c'est la courbe la plus importante que vous puissiez jamais étudier si vous voulez vivre une vie pleinement épanouie. J'aimerais pouvoir dire que c'est moi qui l'ai découverte, mais Aristote nous l'a déjà expliqué il y a plus de 2000 ans. On appelle cela le juste milieu. Trop ou pas assez de quelque chose n'est jamais bon et une grande partie de la vie consiste à chercher le juste équilibre. Mais ce que j'ai découvert, c'est que cette loi universelle s'applique à un nombre impressionnant de phénomènes. Au niveau cellulaire, au niveau individuel, au niveau de l'organisme, au niveau de la population, au niveau économique, la règle du trop peu ou trop, ce n'est pas bon, le juste milieu est optimal, s'applique à tant de choses. C'est justement ce qui arrive avec l'empathie. Beaucoup de gens écrivent déjà des articles à charge contre moi. Le livre n'est même pas encore sorti d'ailleurs, il n'est en précommande que depuis la semaine dernière. Oui, je vais utiliser la culpabilité juive ici. Je n'ai pas demandé un centime pour venir faire ça. D'habitude, il y aurait beaucoup de zéros après un chiffre. Mais c'est ce à quoi je m'attends à la fin de la journée. Vous allez aller sur ce petit site appelé Amazon, vous allez arrêter d'être des radins. Oui, parce que je vous ai fait économiser 40 000 $ et vous allez appuyer sur ce petit bouton appelé précommande. Ainsi, à la sortie de mon livre, toutes les précommandes seront comptées le premier jour, ce qui pourrait le placer numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times. La raison pour laquelle c'est important, c'est que vraiment, une fois que vous êtes numéro 1 dès le départ, ça devient comme une avalanche. Et là, vous pouvez vraiment diffuser le message. D'accord, eh bien, tellement de gens l'ont dit. L'intellectuel juif en arrière-plan, derrière Donald Trump et Elon Musk, moi-même, essaie de créer un monde sombre où l'empathie cesse d'exister. Je ne fais rien de tel. L'empathie est une vertu évolutive parfaitement bénéfique. Pour être une espèce sociale, nous devons être empathiques. Par exemple, la théorie de l'esprit illustre l'empathie cognitive. Si j'ai une conversation, je dois me mettre à ta place et vice-versa pour que nous puissions avoir une bonne conversation. Les enfants autistes, d'ailleurs, échouent généralement à un test de théorie de l'esprit. Donc, la façon dont on diagnostique un enfant comme étant autiste, c'est qu'on lui donne une tâche de théorie de l'esprit, qu'il échoue invariablement. Donc, l'empathie, lorsqu'elle est bien modulée, pas trop peu. Si tu as peu ou pas d'empathie, comment t'appelle-t-on? Psychopathe. Mais de l'autre côté de la courbe, là où se trouve l'empathie suicidaire, c'est où? Pendant que je fais le plein de ma voiture, je pleure parce que j'utilise le fruit d'avoir violé Mère Terre. Pendant que je la remplis,
J'observe Mohamed, Mahmoud et Ahmad revenus d'un camp d'été d'Al-Qaïda à Kaboul. C'est injuste et méchant de leur refuser une vie paisible parmi nous. Parce que je sais qu'il est injuste de prétendre que l'islam pourrait être autre chose qu'une belle religion de paix. Donc ne pas être du tout empathique, c'est mal. Être trop empathique au mauvais moment, dans la mauvaise mesure et envers les mauvaises personnes conduit à une empathie suicidaire. Je vais en parler davantage. Laissez-moi vous donner le contexte de la façon dont j'ai eu cette idée. Donc, le trouble obsessionnel compulsif, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Oui, c'est un trouble psychiatrique très invalidant et je vais vous montrer comment le trouble obsessionnel compulsif peut être lié à l'empathie suicidaire d'une manière particulière. Scanner l'environnement pour détecter des menaces est très adaptatif, n'est-ce pas? Par exemple, si l'un de vous veut se présenter à moi, et je vois que vous avez éternué dans votre main pendant 5 heures avant de me serrer la main. Après vous avoir serré la main, je me rappellerai d'aller me laver les mains pour éviter d'attraper votre rhume. Scruter l'environnement pour détecter des menaces a du sens sur le plan évolutif. Qu'est-ce qui est illogique selon l'évolution? Vraiment? Je passe alors chaque jour, 8 heures par jour, à me laver les mains à l'eau bouillante au point que ma peau s'écaille. Je ne peux pas aller travailler. Je me fais virer parce que je suis coincé dans une boucle infinie de troubles obsessionnels compulsifs. Donc, le signal d'alarme qui, chez une personne sans trouble obsessionnel compulsif, le signal d'alarme s'active. Vous y faites attention, il redescend et vous poursuivez votre journée. C'est pareil avec l'empathie. L'empathie régulée dans des zones adaptatives a du sens évolutivement. Une fois qu'elle devient hyperactive, elle entraîne les terribles tragédies que nous voyons en Occident. Voilà donc le cadre théorique de cela. Je ne prends pas l'exemple de l'achat compulsif, mais c'est similaire. Donc, je soutiens que, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire japonaise, les Japonais sont vraiment une culture de l'honneur et de la honte. Ce n'est pas très différent de la culture arabe, où préserver la face est essentiel et perdre la face est ce qu'il y a de pire. Donc, dans la tradition des samouraïs japonais, si vous adoptez un comportement qui vous apporte la honte, la seule façon d'expier cette honte serait de commettre le seppuku, l'auto-éventration. C'est le seul moyen pour moi de retrouver mon honneur. Je soutiens donc que l'Occident commette un seppuku civilisationnel. Nous sommes de méchants colonisateurs blancs qui sont transphobes, islamophobes. Nous avons pris les terres des peuples autochtones, autoflagellation, autoflagellation. La seule façon dont je pourrais maintenant expier ma culpabilité existentielle, c'est alors de commettre un seppuku civilisationnel. Et la façon de faire cela, c'est par la dérégulation de l'empathie, d'où l'empathie suicidaire maintenant. Tout à l'heure, j'ai parlé des Juifs grillons des bois et je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses années, un autre Juif de République tchèque a écrit un livre très célèbre intitulé « La métamorphose », où un jeune homme se réveille un jour, il était autrefois un être humain et maintenant il se réveille en insecte. Et maintenant, nous voyons ce qui se passe lorsque sa famille doit interagir avec lui alors qu'il n'est plus un être humain. Les Juifs criquets en bois illustrent parfaitement cette métamorphose, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Alors, regardons quelques criquets en bois aujourd'hui. Évidemment, les queers pour la Palestine, pas besoin de rappeler à ce public que vous venez tous de Tel Aviv. Tel Aviv est l'un des lieux les plus accueillants pour les personnes queer avec Montréal, ma ville natale, New York et San Francisco. Tel Aviv est l'une des villes les plus accueillantes pour les gays et personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer. Donc, en ce moment, nous avons Tel Aviv ou bien la noble et magnifique ville de Gaza. Si je suis queer, ce qui est tant mieux pour toi et donc je me présente au monde à travers mon identité queer. Devrais-je soutenir davantage un endroit qui m'honorerait, me respecterait et me célébrerait comme Tel Aviv, ou devrais-je aller dans un endroit où, laissez-moi vous dire, ils ont mis au point un programme de thérapie de conversion efficace à 100%. C'est un programme de thérapie de conversion basé sur la gravité.
On te jette du haut de la plus haute montagne ou du plus haut immeuble et ça règle ton homosexualité. Eh bien, c'est ce que font les personnes queer Wood Cricket. Elles sont très progressistes. Ou alors tu as Anna Epstein, la juive Wood Cricket, qui est tellement progressiste à l'université de Boston. 2 semaines après le 7 octobre, elle a été surprise, tu sais, au téléphone, en train d'enlever les affiches des personnes de 3, 4 et 6 mois, ces horribles personnes du génocide sioniste, ces enfants de 3 mois qui étaient eux-mêmes des génocidaires, n'est-ce pas? Quand elle a été prise, elle a dit « Vous ne pouvez pas dire que je suis haineuse, je suis juive ». Donc, c'est à ça que ressemble un grillon des bois. Parce que si elle avait été au Festival de musique Nova, ses convictions progressistes ne l'auraient pas protégée de ce qui est arrivé aux 100 autres personnes, aux gens. D'accord, voici Gabor Maté. Quelqu'un le connaît? Le patriarche de Wood? Oh, c'est un survivant de l'Holocauste. Tout comme moi, je suis un survivant de l'Holocauste. Parce qu'en 1943, j'étais un spermatozoïde dans les testicules de mon père. Donc moi aussi, je ne suis pas seulement un survivant de la brutalité de la guerre civile libanaise, moi aussi je suis un survivant de l'Holocauste. Je dis cela à cause du survivant de l'Holocauste, le juif Gabor Maté. Il avait 6 mois lorsqu'il a été retiré d'une famille et placé dans une autre, et il a utilisé, donc il n'était certainement pas un survivant de l'Holocauste. Pour être survivant, il faut être conscient de ce qui s'est passé. Les bébés de 6 mois n'en sont pas capables. Mais il utilise cela comme une arme pour dire « Je suis juif, je suis un survivant de l'Holocauste ». Et je suis ici pour confirmer que les nazis n'ont rien sur les forces de défense israéliennes, ce sont eux les vrais nazis. Et vous pouvez m'écouter. Tout d'abord, je suis médecin spécialisé dans les traumatismes. Le traumatisme vécu enfant durant la guerre civile libanaise aurait pu faire de moi un psychopathe. Et pourtant, je ne suis pas devenu un accro au cristal Metz. Donc ce type est exactement ce à quoi ressemble un grillon des bois. Voici, juste pour montrer que les Juifs ne sont pas les seuls à être des grillons des bois. Nous avons un Norvégien incroyablement progressiste, antiraciste et féministe qui a été sodomisé, violé par un immigré somalien en Norvège. Les Norvégiens, très empathiques, estiment qu'il ne faut pas emprisonner longtemps ceux qui violent d'autres hommes. Ces méchants, donc, après avoir purgé une très courte peine, il allait être expulsé. Ce gars qui avait été sodomisé par cet autre homme était très triste, très blessé. Pourquoi? Parce que l'homme qui l'avait violé allait maintenant être envoyé à Mogadiscio. Là-bas, il ne pourrait pas s'épanouir pleinement dans son potentiel. Eh bien, je suis ici pour vous dire que, selon la psychologie évolutionniste, nous n'avons pas développé de système émotionnel pour ressentir de l'empathie envers ceux qui nous sodomisent. Voici un autre exemple. Le titre est coupé, mais la personne s'appelle Amanda Kijera, si vous souhaitez la rechercher. C'est une femme blanche qui a consacré sa vie à lutter contre les stéréotypes, contre les hommes noirs. Ce n'est tout simplement pas vrai. Il n'existe aucune donnée qui soutienne quoi que ce soit de ce genre. Il n'y a pas de violence noire, seulement de la suprématie blanche. Alors, elle est allée en Haïti pour lutter contre le récit selon lequel les hommes noirs pouvaient être violents. Eh bien, un homme noir, un Haïtien, l'a emmenée sur le toit et l'a violée à plusieurs reprises toute la nuit. Et pendant qu'il la violait, elle lui a dit: tu ne te rends pas compte que je suis moi-même une militante de Black Lives Matter? Tu ne te rends pas compte que je suis moi-même une spécialiste de Malcolm X? Et imagine que ça ne l'a pas empêchée de la violer. Mais elle a terminé en disant: ceci est littéralement une citation exacte d'un article qu'elle a publié, qu'elle a reconnu que lorsqu'il la violait, c'était lui qui était victime de la suprématie blanche. Et elle était reconnaissante pour cette expérience parce qu'elle lui a appris que lorsqu'un homme noir la viole, cela montre que la suprématie blanche est une réalité très dangereuse.
C'est ce qui se passe, ce n'est pas ma satire, c'est réel, c'est un véritable être humain. Multipliez ce genre de pensée déformée parmi toute notre classe politique et vous obtenez exactement le genre de bêtises que vous voyez. Continuons. Ce ne serait pas juste pour moi. Pour être un bon communicant, il faut adapter son message à son public. Alors, je voulais vous donner un exemple venant de l'un des vôtres dont vous pourriez être fier. Je vous présente l'ancienne doctorante Tal Nitsan. Quelqu'un connaît le cas de Tal Nitsan? Tal, oui, d'accord. Tal Nitsan faisait son doctorat à l'université hébraïque et c'est une juive Wood Cricket. Elle voulait donc démontrer à travers sa thèse de doctorat que les forces de défense israéliennes commettent des viols massifs sur des femmes palestiniennes. C'est tout simplement orgiaque. Elle recueille toutes les données, pas seulement celles du Bureau des forces de défense israéliennes, elle parle aussi à tous les Palestiniens, etc. Elle n'arrive pas à identifier un seul cas de viol commis par les forces de défense israéliennes sur une femme palestinienne. Son hypothèse de départ, je vais découvrir des tonnes de cas de viol. Pensez-vous que cela lui a apporté un peu d'humilité épistémologique et qu'elle a admis « mon hypothèse a été réfutée » Vous savez quoi? Voilà sa conclusion. « Vous pouvez lire ou écouter mes paroles », a-t-elle dit. Le fait qu'aucun soldat de Tsahal ne violerait une femme palestinienne. Cela vous montre à quel point les femmes palestiniennes sont déshumanisées, au point qu'elles ne sont même pas jugées dignes d'être violées. Donc, si je viole toutes les femmes palestiniennes, je suis un sioniste maléfique. Si je ne viole aucune des femmes palestiniennes, je suis tout autant un sioniste maléfique. C'est une prémisse irréfutable. Très bien, poursuivons avec d'autres exemples, sans lien direct avec Israël. C'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est le monde. Maintenant, tout ce que vous entendez concerne l'intelligence artificielle. J'ai étudié l'informatique et les mathématiques et l'intelligence artificielle en 1985. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue un sujet majeur. C'est l'Université de Waterloo au Canada. L'Université de Waterloo serait l'équivalent de Caltech, du Massachusetts Institute of Technology ou du Technion ici, n'est-ce pas? C'est la meilleure université d'ingénierie et d'informatique, donc on pourrait penser qu'ils prennent l'intelligence artificielle très au sérieux. Au fait, ce sont littéralement des captures d'écran, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui commente, ce n'est pas moi qui mets mon sarcasme. Ceci est l'appel officiel pour les postes de professeurs titulaires les plus prestigieux en intelligence artificielle à l'Université de Waterloo. Vous êtes prêts? Je vais vous les lire. C'était l'année dernière. Poste numéro 1. Dans n'importe quel domaine de l'intelligence artificielle, seules les personnes suivantes peuvent postuler afin que nous puissions être à la pointe de la recherche en intelligence artificielle. Vous devez être une personne qui s'identifie comme une femme, donc les femmes ayant un pénis et des testicules peuvent postuler. Vous pouvez être transgenre, vous pouvez être gender fluid, vous pouvez être non-binaire ou vous pouvez être bispirituel. C'est la meilleure école d'ingénierie au Canada. Donc les gens à qui je disais il y a 25 ans que ça allait mal tourner me répondaient « Oh, allez, arrête d'exagérer, c'est juste des conneries ». Au département des sciences humaines, je disais « Ce qui y commence finira par vous rattraper en ingénierie, mathématiques et médecine ». Le virus s'échappe du laboratoire, c'est exactement ce que nous voyons. À mon université Concordia au Canada, la première fait partie de la déclaration de mission sur 5 ans de l'université. Le premier point de cette déclaration de mission est d'indigéniser et de décoloniser chaque discipline de l'université. Si vous ignorez la signification de ces mots, c'est normal, vous ne devriez pas la connaître. Cela signifie que si vous étudiez la psychologie évolutionniste, comment apprendre de vos aînés autochtones? Comment pouvez-vous apprendre des mathématiques queer? Donc, chaque professeur qui enseigne dans n'importe quelle discipline, s'il veut rester fidèle à la déclaration de mission, doit trouver des moyens de décoloniser et d'indigéniser son programme et sa pédagogie. Voici un exemple en bas.
Je vais vous l'expliquer car vous ne pouvez sans doute pas le lire. Certains chercheurs ont obtenu une subvention de recherche de 5 ans pour indigéniser la lumière. Donc, la physique de l'optique, vous savez, de nombreux scientifiques célèbres, certains ont remporté des prix Nobel en étudiant les propriétés optiques, les propriétés physiques de la lumière. Apparemment, ils sont entachés parce qu'ils ont souffert du péché originel dermatologique, mais maintenant, si nous pouvons intégrer la pensée autochtone dans l'étude de la lumière, alors nous pouvons tous en être enrichis. L'histoire se déroule au 21e siècle dans une prestigieuse université canadienne. Dans le chapitre 6 de l'Esprit parasite, je présente le syndrome parasitaire de l'autruche. Contrairement à la croyance, l'autruche ne fait pas cela. Mais c'est devenu une métaphore pour désigner le fait de mettre la tête dans le sable afin de ne pas entendre la réalité. Permettez-moi donc de mentionner quelque chose ici qui va résonner auprès de ce public étant donné le quartier dans lequel vous vivez. Il y en a eu et je viens de mettre cela à jour. Généralement, tous les 2 jours, je dois le mettre à jour. Parce que les nobles musulmans sont très doués pour s'engager pacifiquement dans le terrorisme islamique. Ceci est une estimation basse. Il existe d'autres bases de données qui placent le chiffre bien plus haut. Donc, quel que soit le chiffre que je vous donne, c'est une estimation prudente. Donc, cette base de données particulière recense 48 782 attentats terroristes islamiques. Depuis le 11 septembre seulement, dans près de 70 pays, près de 50 000 attentats. Toutes les autres religions réunies. Vous ne pouvez même pas les compter sur 2 doigts, n'est-ce pas? On pourrait penser que des données permettent de conclure cela à gauche. Je vous ai posté ceci. Ce ne sont pas des satires, mais des faits. Je pourrais vous donner toutes les références, ce que les penseurs occidentaux essaient de présenter comme les véritables raisons de ces attentats terroristes islamiques. Je ne vais pas tous les mentionner, mais j'en citerai quelques-uns qui sont parmi mes préférés. Saviez-vous, par exemple, que l'attentat terroriste qui a eu lieu avec une attaque terroriste, un terroriste en 2016, et il venait de l'extérieur de Bruxelles, des terroristes islamistes? Il s'avère que, regardez le 4e point, le manque d'exposition adéquate à l'art. Donc, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles je m'assure toujours d'emmener nos enfants dans des musées, c'est parce que si je ne les expose pas suffisamment, Chagall, Picasso pourraient finir chez Daesh, parce qu'il y a un lien très direct entre les attentats terroristes islamistes, poser des bombes dans des bus et ne pas être suffisamment exposé à l'art ou au harcèlement à cause de la barbe. C'est pour ça que je garde ma barbe bien taillée. Il ne me reste qu'un pas pour rejoindre Al-Nusra. Je vais aussi citer un autre projet de loi sur le changement climatique. Ni, le gars de la science, nous a expliqué que l'attentat terroriste du Bataclan, qui a tué près de 200 personnes à Paris, était très vraisemblablement lié aux panneaux solaires. Voilà ce qu'est un esprit parasitaire. Aucune preuve ne les convaincrait d'admettre une possible différence statistique entre les religions sur la probabilité de s'engager dans le terrorisme politique. Non, cela ne peut pas être le cas, pour certains d'entre vous qui le savent ou non. Depuis 25 ou 30 ans, voire plus selon certains, cela a été le cas. Euphémiquement appelés gangs de prédation, ces groupes sont en réalité des violeurs pédophiles organisés à travers toute la Grande-Bretagne, des grandes villes aux petits villages, dont la grande majorité sont des musulmans pakistanais résidant au Royaume-Uni. Oui, maintenant examinons certains des véritables coupables de ces actes de terreur, de ces viols collectifs. Voici la véritable photo d'identité judiciaire des 20 hommes qui ont été arrêtés. Dans une ville, c'est une petite ville appelée Huddersfield, mais il y a beaucoup d'autres villes. Je vais juste vous lire les noms de quelques-uns d'entre eux, d'accord, parce que je n'ai toujours pas réussi à identifier de points communs. Vous avez Irfan Ahmad, Zahid Hassan, Mohammad Kamer, Mohammad Rizwan, Aslam, Nahman, Mohammad Wikas, Mahmoud Mohammad Irfraz, Mohammad Azim, Mohammad Akram et ainsi de suite. Alors, j'ai publié sur les réseaux sociaux, j'ai dit « Écoutez,
Je n'ai pas l'esprit d'analyse de données à grande échelle pour pouvoir tout rassembler. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Des gens m'ont répondu à la fois en privé et en public et ont conclu qui est le vrai coupable. Les Juifs, très bien. Ils n'étaient ni facétieux ni sarcastiques, ils le pensaient vraiment. Comment en sont-ils arrivés à la conclusion que lorsque 7 Mohammeds violent votre fille en groupe, ce sont Mordecai et Moché qui sont à blâmer? Comment en sont-ils arrivés là? Il s'avère que, à l'insu de nous tous, dans chaque pays occidental qui a instauré des frontières ouvertes pour laisser entrer les nobles enrichisseurs de l'islam, il y a un juif derrière cela. Maintenant, il n'importe pas que, de toute évidence, cela soit faux. Nous ne laissons pas les faits gâcher le récit. Alors imaginez à quel point c'est une situation existentielle impossible. Quand, si vous voyez 3 Mohammed violer votre fille en groupe, vous ne prenez pas une arme pour les abattre. Vous commencez à chercher un Moshe ailleurs pour lui tirer dessus, parce que ce ne sont pas vraiment les 3 Mohammeds qui la violent en groupe, ce ne sont pas eux les vrais coupables. Il y a un juif derrière tout ça, et d'ailleurs, pour quelqu'un qui est à ma portée. Ce n'est pas 1 ou 2 personnes qui m'écrivent ce genre de choses, ce sont des milliers. Ces milliers de personnes sont maintenant vos professeurs, dentistes, jardiniers, etc. Nous avons donc vraiment un problème. Vous pourriez dire, bien sûr, nous sommes tous Israéliens, mais maintenant c'est partout, dans chaque ville, au grand jour. Je dis toujours maintenant que je regrette les beaux jours où j'étais dans la guerre civile libanaise. Vu le type de haine des Juifs que je reçois maintenant, où je dois avoir des gardes du corps armés de mitraillettes autour de moi, alors que je ne dis rien de si incendiaire. Faisons d'autres exemples d'empathie suicidaire. La raison pour laquelle j'ai la photo à gauche au Québec vers la fin de l'épidémie de COVID. Donc, on avait déjà beaucoup de données qui montraient que beaucoup de choses étaient des conneries. Le gouvernement du Québec a instauré un couvre-feu disant qu'après 8 heures du soir, on ne pouvait pas promener son chien. Donc, au milieu des hivers froids de Montréal, dans une rue déserte de Montréal, si votre chien a la diarrhée après 8 heures, vous ne pouvez pas le promener dehors, parce que vous pourriez transmettre le virus du COVID à personne d'autre, puisqu'il n'y a personne d'autre autour. Mais quand 100 000 nobles manifestants Black Lives Matter se rassemblent côte à côte, il n'y a aucune possibilité de contagion. Parce que quand on est progressiste, il y a une enzyme dans le virus qui vous protège contre la transmission. Voilà à quoi ressemble l'empathie suicidaire. Je suis gentil avec hashtag Black Lives Matter. Encore quelques exemples d'empathie suicidaire. Le premier en haut est l'affiche réelle qui a été produite par une ville en Allemagne. De nombreuses piscines publiques en Allemagne ont vu une augmentation exponentielle des agressions sexuelles commises par des hommes nommés Mohamed. Donc la ville a produit une affiche qui disait « Vous savez, nous ne tolérons pas les agressions sexuelles et je vous jure que c'est une vraie affiche. » C'est une femme allemande rousse et en surpoids qui attrape sexuellement les fesses d'un enfant noir qui n'a qu'une seule jambe. J'aurais littéralement pu n'avoir qu'une seule page dans mon livre, Empathie suicidaire, cette affiche, et cela aurait suffi pour le livre. Regardons-en d'autres. Tu sais ce qu'est celle du milieu? Ne touche pas à mon carré. Donc, dans une ville en Finlande, ils ont créé un clip viral très sympa qui dit « Ne touche pas à mon carré, non. » Parce que quand Ahmed s'approche de toi et que tu te mets à danser de façon coordonnée, il dit « Oh, je ne touche pas à ça, ne touche pas à mon carré, non. » C'est ce genre d'état d'esprit que tu as quand tu es parasité. Regarde le gaz à droite. Les réfugiés sont les bienvenus. Ça va bien se passer pour lui. C'est une vraie ministre, elle a dit « Nous sommes tous musulmans, elle est très gentille. » C'est un gars qui a été arrêté, je ne sais pas combien de fois, peut-être 75 fois, mais ce n'est pas juste.
Donnons-lui une 76e chance. Soyons gentils avec les nobles criminels, n'arrêtons ni n'interpellons aucun des sans-abri, même si nos enfants ne peuvent plus jouer au parc. Car il s'agit de la hiérarchie de l'empathie. Soutenir les toxicomanes sous cristal meth depuis 17 ans est plus important que le fait que vos enfants aillent au parc. Encore quelques exemples et j'ai fini. Les deux premiers sont des interactions récentes qui ont eu lieu au sein du gouvernement américain. Celle de gauche date de l'époque où elle n'était qu'une juge. Aujourd'hui, elle siège à la Cour suprême. C'est la dernière nommée à la Cour suprême des États-Unis. Lorsqu'un sénateur de droite lui a demandé « Pouvez-vous définir ce qu'est une femme aujourd'hui ?» Pourquoi a-t-elle répondu ainsi? Ce n'est pas qu'elle voulait être cool ou provoquée, mais comme juge à la Cour suprême, elle devra trancher des affaires concernant ces questions d'hommes et de femmes. Mais si vous refusez de définir une femme comme elle, souvenez-vous de sa réponse. Je ne suis pas biologiste, donc, par exemple, quand je vois une girafe ou un chien, je ne suis pas capable de résoudre cette énigme parce que je ne suis pas vétérinaire. C'est pour ça qu'on a fini par adopter comme animal de compagnie une très grande girafe, parce que je pensais que c'était un chien, parce que je ne savais pas. Je ne suis pas vétérinaire. Donc, jusqu'à il y a 15 minutes, les 117 milliards de personnes qui avaient vécu sur Terre, c'est une estimation réelle. Il y avait eu 117 milliards d'Homo sapiens qui avaient vécu sur Terre au cours des plusieurs centaines de milliers d'années passées. Pendant des années, ils semblent tous savoir naviguer dans le casse-tête complexe de trouver un partenaire. Mais nous ne faisons plus cela, comme ce juge nous l'a expliqué. Quand vous l'entendez dans certaines de ces conversations, vous pensez qu'elle est une idiote dégénérée et lobotomisée, mais elle est noire, alors tout est pardonné. Celui de droite, tu devrais aller le regarder. Après qu'on ait fini cette discussion, c'est le sénateur Josh Hawley, qui a une gynécologue, donc c'est une médecin spécialisée dans les questions de reproduction chez les femmes. Il lui demande 11 fois si les hommes peuvent tomber enceintes. Elle ne répond pas. Voilà où mène le cocktail d'un esprit parasitaire et d'une empathie suicidaire quand on n'a plus l'assurance de dire « Mais c'est quoi ces questions débiles ?» Bien sûr, je sais que les hommes ne peuvent pas porter d'enfants. Et celle du bas pour d'autres exemples. C'est un livre écrit par une professeure noire où elle explique que cette idée selon laquelle il est malsain d'être en surpoids est en réalité profondément ancrée dans la suprématie blanche. Ce qui est un vrai problème pour moi parce qu'après ma carrière de footballeur, quand j'étais très mince, j'ai pris beaucoup de poids puis j'ai tout reperdu. Je ne savais pas ça. C'est vraiment le signe révélateur que je suis un néo-nazi. Et puis la personne à droite est un autre professeur noir qui, je crois, est aussi trans ou quelque chose comme ça, queer, quelque chose du genre. Et elle a essentiellement dit qu'avoir des enfants. Dans un monde marqué par la transphobie et où le changement climatique touche particulièrement les personnes trans de couleur, les tsunamis semblent surtout les cibler. Elle a maintenant développé un cadre théorique pourquoi il est en fait terriblement mauvais pour les êtres humains d'avoir des enfants. L'instinct humain fondamental de survie et de reproduction est désormais vu comme une forme de violence envers la Terre-Mère. Donc, dernière diapositive, comment sauver l'Occident? Je vais simplement vous les lire. D'abord, chercher la connaissance sans être freiné par l'activisme idéologique. Toute connaissance acquise objectivement par la méthode scientifique n'est pas interdite. Par exemple, beaucoup évitent d'étudier les différences entre sexes par crainte. Et si nous découvrions que les hommes accomplissent cette tâche mieux que les femmes, Dieu nous en préserve, il ne faudrait surtout pas publier cela. Mais si vous découvrez que les femmes font quelque chose mieux que les hommes, publiez-le fièrement. Ne publiez surtout pas si les hommes soulèvent plus au développé couché que les femmes. Cela perpétue des stéréotypes sexistes et patriarcaux. La liberté d'expression, d'enquête et la recherche de la vérité sont des principes déontologiques. Déontologique signifie une affirmation absolue. Par exemple, dire qu'il n'est jamais acceptable de mentir est une affirmation déontologique. Dire qu'il est acceptable de mentir pour préserver les sentiments de quelqu'un est une affirmation conséquentialiste.
Pour beaucoup de choses, il est tout à fait acceptable d'être conséquentialiste. Mais lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression, cela doit être un principe déontologique. On ne dit pas « je crois en la liberté d'expression », mais pas si cela blesse quelqu'un. Sinon, vous êtes conséquentialiste. Numéro 3. Une société juste est fondée sur l'éthique de la méritocratie. Nous ne sommes pas des fourmis sociales. Pourquoi ai-je dit des fourmis? Edward Osborne Wilson, vous connaissez? Edward Osborne Wilson, biologiste de Harvard récemment décédé, a étudié les fourmis sociales. Les fourmis sociales sont des espèces communistes. Pourquoi? Dans la société des fourmis, il existe une reine reproductrice. Et puis il y a deux autres castes composées d'individus totalement interchangeables. On les appelle fourmis guerrières et ouvrières, donc les fourmis sociales sont communistes. Les humains, eux, ne le sont pas. Certains d'entre nous sont plus grands, plus petits, plus travailleurs, plus affirmés, moins affirmés. C'est pourquoi nous créons des hiérarchies. Donc le communisme a échoué partout où il a été essayé parce qu'il est littéralement contre la nature humaine. Il est contre l'histoire phylogénétique de l'espèce humaine. Vous imposez une structure sociale contraire à notre nature, cela échouera toujours. Méritocratie, bonne fourmi sociale, pas le numéro 4. Fièrement, sans équivoque. Désolé, le texte est équivoque. Affirmez clairement les valeurs occidentales. Soyez fiers de l'Occident. Inutile de vous dénigrer sans cesse. Numéro 5. Toutes les cultures et toutes les religions ne se valent pas. Cela vient du relativisme culturel. Le relativisme culturel est une position relativiste, il dit. Qui êtes-vous pour juger les croyances et pratiques d'une autre société? Si elle veut couper le clitoris de fillette de 5 ans, tais-toi, raciste. Non, il existe des vérités morales absolues qu'il faut défendre fièrement. Numéro 6. Faites preuve de tolérance zéro envers les systèmes de croyances séditieux. Des personnes haut placées me contactent souvent et me demandent « Professeur Saad, que voulez-vous dire par liberté de religion? » Comme la Constitution américaine comporte des amendements. Pourquoi en a-t-elle? Parce qu'elle reconnaît que la Constitution originale n'est pas parfaite. Donc, il faut ajouter des amendements. Donc, vous ne pouvez pas permettre à votre société d'être totalement détruite par n'importe quelle idéologie qui se présente sous le masque d'une religion, mais qui finirait par tous nous détruire. Lorsqu'elle devient majoritaire, vous la laissez prospérer. Mais croyez-moi, dans le milieu universitaire, quand je dis cela, les gens sont très mal à l'aise parce qu'ils connaissent un Ahmad qui est homosexuel et marié à un juif. Il représente le véritable islam. Numéro 7. L'empathie adaptative est merveilleuse. L'empathie suicidaire détruira notre civilisation et je vous assure, ce n'est pas exagéré. Et enfin, numéro 8, toutes les croyances, toutes les idées, toutes les idéologies sont ouvertes à la critique, au débat, à la moquerie, au ridicule et à d'autres formes d'examen, y compris, bien sûr, le judaïsme, y compris les politiques israéliennes. Rien n'est sacré. Merci beaucoup.